Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce mini-colloque intitulé Légendes et les genres, dont l'objectif, en deux vidéos, sera de présenter une série de micro-conférences interdisciplinaires sur les idées reçues qui sont liées au genre et au sexe. En sachant que, pour commencer, je souhaite tout d'abord remercier les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet, car ils ont été témoins, on va dire, de nombreuses péripéties et de nombreuses difficultés que nous avons rencontrées pour le mener à bien, depuis plus d'un an déjà, depuis un cours en fait dispensé par Véronique Mel, maîtresse de conférences en histoire ancienne à l'Université de Bretagne Sud, sur le genre, du coup, en Grèce antique. Alors, sujet d'actualité et de débat, les genres deviennent en fait aussi des sources de tension, ce qui, en fait, à notre sens, provient en trop grande partie d'idées reçues, de préconçus à leur sujet. D'où l'intérêt, en fait, de ces petites présentations qui vont être abordées au prisme de plusieurs disciplines. En sachant qu'il revient tout d'abord à la géographie d'ouvrir le bal, avec une présentation par Laura Péot, qui est maîtresse de conférences en géographie, ce qui va nous parler en fait des réflexions, de ces réflexions sur la place du genre et dans les espaces publics. Je reprendrai ensuite la parole avec une discipline sœur de la géographie, l'histoire, pour étudier en fait la place du genre féminin dans le combat au XIXe siècle. Et enfin, ce sera au tour de Caroline Legrel de nous parler, dans une optique littéraire ce coup-ci, de la place du genre et de la femme dans la société chez Simone de Beauvoir, en vous souhaitant un très bon visionnage. Bonjour à toutes et tous, je suis Laura Péot et je suis enseignante-chercheuse en géographie sociale à l'Université Grenoble-Alpes. Et pour commencer cette vidéo, je voudrais sincèrement remercier Johan Vaucher pour m'avoir invité à parler et à vous soumettre quelques petites réflexions sur la question du genre. Ce sont des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'ai intégrés depuis quelques années dans mes enseignements, mais aussi dans ma recherche, puisque je mène conjointement avec des collègues de Lorient une recherche sur la question de l'utérus en sciences humaines et sociales, par exemple, et avec une collègue de Grenoble, une recherche sur l'accouchement à domicile dans les environs grenoblois. Alors, cette présentation, je voudrais la faire aujourd'hui depuis ma discipline, qui est la géographie, et depuis la question de la pratique et de l'aménagement des espaces publics. De nombreux travaux de géographes ont en effet montré, comme ceux d'Yves Raybaud, de Marie-Hélène Libert ou encore de Sophie Louargan, ont montré ces dernières années dans quelle mesure les espaces publics ne sont pas également pratiqués ou accessibles. Bien qu'ils possèdent un caractère ouvert, public donc, ce qui est leur qualificatif premier, ils ne partent pas en eux a priori de limitations dans leur fréquentation et leur circulation. En réalité, ils sont loin d'être universelle et universellement circulée. Ici, l'universalité, elle doit être comprise au sens d'un accès qui serait égal pour toutes et tous, sans restriction aucune. Or, les espaces publics, en particulier en contexte urbain, sont en réalité marqués par des rapports de domination genrée de différents ordres. Alors, en me concentrant sur les villes, je voudrais l'illustrer en convoquant différents niveaux de manifestation des discriminations de genre dans les espaces urbains. Tout d'abord, on peut signaler que si les femmes ne fréquentent pas moins que les hommes les espaces publics, en revanche, les motifs de leur présence dans ces espaces diffèrent de ceux des hommes. Leur présence et leurs déplacements sont en effet largement conditionnés par leurs obligations familiales et domestiques. Les femmes circulent dans les espaces publics moins pour leurs loisirs que pour faire les courses ou pour accompagner les enfants, les personnes âgées, les personnes vulnérables. Ici, le fait que ce soit les femmes qui, dans nos sociétés, assument majoritairement les tâches et les missions de soins, ce qu'on appelle le domaine du care en anglais, influence donc grandement leur présence et la nature de leurs relations avec les espaces publics. Elles ont moins la possibilité de flâner, de profiter seules des espaces publics, alors que les hommes ont plus cette possibilité. Certaines tranches d'âge, dans le groupe des femmes, qui n'est pas homogène, sont d'ailleurs plus marquées que d'autres par cette injonction et ces obligations domestiques. C'est en particulier le cas des tranches d'âge entre 25 et 45 ans. Concernant les modes de déplacement, les femmes ont moins recours à la voiture. S'il n'y a qu'un seul véhicule dans un couple hétérosexuel, par exemple, en général, ce véhicule motorisé est réservé à l'usage masculin, notamment pour le travail. Ce qui signifie que les femmes sont davantage captives d'autres modes de transport, en particulier les transports en commun. Et comme ce qu'on a dit précédemment, elles ont majoritairement la charge des enfants ou des courses et des tâches domestiques en général, elles sont souvent chargées. Elles sont plus contraintes dans les horaires, se retrouvent donc dans les transports en commun davantage au moment des heures de pointe, et donc pratiquent ces transports en commun d'une façon davantage contrainte aussi que les hommes et dans des conditions moins confortables.
De plus, le rapport des femmes aux espaces publics est également marqué par des stratégies d'adaptation. Ça, c'est assez net dans tous les travaux que j'ai cités précédemment. D'abord, elles sont moins nombreuses, par exemple, à circuler la nuit ou à sortir des espaces centraux. Donc il y a quand même une restriction à la fois temporelle et aussi géographique des types d'espaces qui peuvent être fréquentés. Comme l'a montré la chercheuse Chris Blash, 100% des femmes ont déjà ressenti de la peur dans les espaces publics, en particulier dans les transports en commun. Ce sont aussi les travaux de Marion Tillous, qui est une géographe parisienne, qui ont bien montré ce caractère dangereux et insécuritaire des transports en commun. Cette sensation d'insécurité, qui est de l'ordre du sentiment, mais aussi de la réalité, puisqu'on le verra, la plupart des femmes ont aussi connu des situations d'agression ou de harcèlement, les invite donc à modifier leur parcours, leur mode de transport, à adopter une pratique négociée des espaces publics. Sortir accompagné, choisir de circuler en vélo plutôt qu'à pied pour aller plus vite, guetter le dernier tram ou le dernier métro le soir, éviter certains quartiers, changer aussi sa façon d'être habillé. Tout ça concourt à une pratique négociée de l'espace public et de fait vise à limiter les faits de harcèlement ou de violence dont 80% d'entre elles se disent victimes au moins une fois dans leur vie. Ensuite, les espaces publics renvoient aussi symboliquement à une place des femmes qui est minorée. En effet, 85% des places, des rues et des lieux publics en général sont nommés d'après des hommes. La toponymie se fait ainsi le reflet d'une invisibilisation des femmes. Et si certaines villes, comme c'est le cas de Nantes par exemple, tentent d'y remédier en féminisant des noms de rues ou en faisant apparaître un nom de rue masculin et un nom de rue féminin accolés, cet état de fait témoigne aussi d'une présence moindre des femmes dans les villes et dans les lieux publics. Donc la dimension culturelle et symbolique appuie aussi cette invisibilisation, cette minoration de la place des femmes dans les villes. Enfin, il faut aussi envisager que la fabrique même de la ville se fait selon un prisme genré. En effet, une grande majorité des acteurs qui transforment et façonnent les espaces urbains sont des hommes. Yves Rebaud l'a bien montré dans le contexte de la métropole bordelaise, en interrogeant les acteurs de la fabrique de la ville. Les architectes, les urbanistes, les élus demeurent dans leur grande majorité des hommes et pensent la ville selon des normes qui ne sont pas des normes universelles, mais des standards calqués sur celles d'un homme jeune, actif, valide, blanc et dynamique. Ce qui, vous le sentez bien, réduit considérablement l'universalité potentielle de l'espace public urbain. Les femmes sont donc peu nombreuses à prendre des décisions, elles sont aussi peu consultées et quand elles le sont, elles sont moins entendues que les hommes. Yves Rebaud a d'ailleurs montré qu'en général, les femmes ne sont pas incorporées de façon égale à la discussion sur la rénovation d'un quartier, par exemple, ou l'aménagement d'une nouvelle place. Elles sont considérées comme des objets de la recherche et pas comme des sujets capables de penser et de suggérer aussi des solutions d'aménagement. Un état de fait ou un exemple une conséquence, en tout cas, un exemple de conséquence, c'est que par exemple 90% des budgets consacrés aux loisirs urbains, aux loisirs extérieurs dans les espaces publics, se dirigent vers des skateparks, des terrains de football, de basket, donnant ainsi peu la place aux garçons, aux filles, et beaucoup plus aux garçons, et surtout à une tranche d'âge plutôt jeune, donc ce qui rejoint aussi les standards de validité que j'évoquais tout à l'heure. Alors ce rapide panorama rend compte d'une fabrique de la ville qui se révèle donc peu universelle, et les espaces publics, pas si publics que cela, mais bien adaptés à un certain type de public. L'enjeu d'une domination genrée renvoie aussi à d'autres rapports de domination. Les questions de l'agisme, du validisme, du racisme informent aussi les espaces publics et on peut, donc, dans une approche intersectionnelle, croiser les rapports de domination de genre avec ces autres rapports de domination. C'est ce que je pointais à propos de l'âge, mais il est clair que dans le groupe des femmes, par exemple, les femmes racisées ont davantage de difficultés à circuler librement dans la ville et elles sont elles-mêmes plus captives des transports en commun que les femmes blanches, par exemple, ou les classes bourgeoises. Et travailler sur la largeur des trottoirs, si ça peut paraître anecdotique, en fait intéresse tout autant les jeunes parents qui vont circuler avec des poussettes que des personnes âgées marchant avec un déambulateur ou une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Le droit à la ville, pour reprendre l'expression d'Henri Lefebvre, n'est donc pas assuré et pas uniquement pour les femmes, mais en fait pour
une grande majorité de la population. Et donc cette approche genrée des espaces publics permet en fait de considérer l'enjeu de l'universalité de ces espaces d'une bien autre manière et de faire apparaître qu'en fait beaucoup de catégories dont on pense qu'elles sont a priori disponibles à la fréquentation des espaces publics, en fait ne le sont pas. Alors de nombreuses initiatives se développent pour remédier à ces rapports de domination dans les espaces publics. Ces initiatives sont de plusieurs ordres et associent des acteurs de différentes natures. D'abord, des associations de femmes usagères de l'espace public ont depuis quelques années réinvesti les villes. Cela peut passer par des marches exploratoires visant de façon collective à parcourir certains quartiers pour mieux se les approprier ou réapproprier. Ça peut passer aussi par des stages d'autodéfense dont l'objectif est d'offrir des parades aux situations de harcèlement ou de violence dont les femmes sont souvent victimes. Du côté du monde militant, de très nombreuses organisations alertent et affichent les situations de domination. Parmi celles-ci, citons les initiatives très récentes des collages féministes qui se développent sur les murs depuis 3 ans environ et qui dénoncent les féminicides et les violences faites aux femmes, aux minorités sexuelles et aux minorités de genre. Et si les féminicides ont majoritairement lieu dans les espaces privés et domestiques, le fait de les afficher publiquement vient réactiver le fameux mot de Simone de Beauvoir, à savoir que le privé est politique et doit aussi être visible dans les espaces publics. Du côté des pouvoirs publics eux-mêmes, les changements sont timides mais réels. Des noms de rues au changement de mobilier urbain, des micro-transformations ont lieu. Et si elles peuvent paraître anecdotiques, elles sont néanmoins importantes parce qu'elles révèlent la prise en charge, enfin, de ces questions de genre. Certaines villes prennent le sujet à la racine en travaillant par exemple à la rénovation des cours de récréation. La géographe Edith Maruet-Jules a travaillé sur ces lieux depuis de nombreuses années et elle met en évidence l'importance de travailler sur ces espaces qui sont discriminants et dont le caractère performatif est bien notable, puisque si le terrain de football occupe la majorité des cours de récréation et est placé en leur centre, alors les filles se retrouvent reléguées en périphérie de ces espaces. À Grenoble, l'équipe municipale autour d'Éric Piolle a engagé ainsi plusieurs chantiers dans les écoles élémentaires de la ville visant à dégenrer les espaces publics, les cours de récréation, pour changer les habitudes dès le plus jeune âge. Si toutes ces initiatives sont nécessaires, elles sont limitées en termes de portée et rappellent qu'une politique de transformation des espaces publics ne peut pas aller sans une politique éducative plus large. Des politiques éducatives et sociales ambitieuses qui combattent les discriminations de genre et les discriminations d'orientation sexuelle au sens large et dans tous les domaines. L'accès et la fréquentation des espaces publics revêtent donc une dimension éminemment genrée. Lorsque l'on s'y penche, on s'aperçoit que les espaces publics ne sont pas également fréquentés et fréquentables par tous les publics. Des rapports de domination s'y exercent, et la géographie permet ainsi de s'en saisir et de révéler que l'espace est porteur de discrimination, d'une part, mais aussi d'autre part, que son aménagement peut être un facteur de reproduction, voire d'aggravation des inégalités. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Dorénavant, pour cette seconde présentation, passons à une question historique. La guerre de sécession, affaire du masculin. Les Southern Belles disent non. Alors la guerre de sécession, c'est une guerre civile qui a eu lieu aux États-Unis de 1861 à 1865, qui est représentée par les deux drapeaux derrière moi, lorsque 11 États dits sudistes ont déclaré leur indépendance pour attaquer l'Union. Et c'est une guerre qui est souvent décrite comme étant une guerre fraternelle, dans le sens une guerre entre frères, et non pas une guerre entre frères et sœurs. C'est pourquoi quelques historiennes états-uniennes commencent aussi à parler de ce qu'on appelle une Sisters War, et elles ont totalement raison. Alors moi, je souhaiterais vous parler aujourd'hui, en plein cœur du 19e, de ce qu'on appelle les Southern Belles, qui sont en fait le symbole absolu de la féminité. C'est la femme blanche de bonne famille qui vit dans le sud des États-Unis. Elle est éduquée dès l'enfance à ce que doit être à l'époque le féminin, c'est-à-dire une personne civilisante, une personne chaste, une personne hospitalière, mais qui est aussi cultivée et douce. La belle, comme on l'explique, elle éduque les enfants, elle gère le foyer et elle fait travailler les esclaves. Et son attribut le plus représentatif, c'est la robe à crinoline. C'est notamment représenté, par exemple, très très bien par Melanie Hamilton dans Autant en emporte le vent, ou si on veut une figure plus historique, Varina Davis, qui est donc la première dame des États confédérés, qui est l'exemple parfait. Or, à cette époque, pour les sudistes, mais pas que, le féminin est assigné à résidence pendant que le genre masculin, lui, est incité à aller cavaler, à aller tirer, à aller chasser.
et le genre masculin, du coup, obtient le monopole de l'honneur guerrier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, un genre peut s'immiscer dans les affaires d'un autre genre, qui sont considérés donc comme étant extérieurs aux siennes, parce qu'en théorie, le féminin, dans la guerre de sécession, n'est pas censé prendre les armes. Donc la guerre serait alors l'affaire du masculin uniquement. Eh bien non, justement, pas seulement. Alors nous, on va recentrer aujourd'hui beaucoup sur l'aspect militaire de la guerre et sur les participations armées. Évidemment, les femmes sont très nombreuses à suivre les armées, à travailler en remplacement de leurs époux, quand elles n'étaient pas déjà occupées à faire cela avant que la poudre se mette à parler. Mais moi, je veux parler spécifiquement de celles qui combattent. Pourquoi? Eh bien parce que à l'époque, c'est un paradoxe qui semble énorme et qui malheureusement n'a pas beaucoup évolué depuis. Et il faut savoir que, hormis l'autodéfense en cas d'agression, les belles participent, je veux dire, avec tout un gradient de situation. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les home guards, c'est-à-dire des milices de défense qui vont servir à dissuader les troupes ennemies ou alliées de piller un village notamment ou une ville. Il y a un hommage qui est assez connu dans le monde francophone qui a été fait aux home guards féminines, c'est dans un album des Tuniques Bleues, donc les Nancy Hart, qui parle d'une unité qui a réellement été constituée, qui portait le même nom, qui a été formée en Géorgie, donc dans le sud des États-Unis, dans la ville de Lagrange. Une unité qui a été levée par deux femmes, Nancy Morgan et Mary Heard, qui était constituée d'une trentaine de femmes qui se formaient en fait à la manœuvre et au tir avec des manuels militaires qu'elles avaient à leur disposition. Donc c'est une sorte d'auto-formation. Et lorsque, en 1865, les soldats fédéraux, donc les soldats nordistes, qui sont arrivés aux portes de la ville, elles préviennent qu'elles se battront en cas de tentative de déprédation ou en cas d'agression envers leur propre personne. Et ça fonctionne bien parce que donc, la ville se rend, les infrastructures stratégiques sont détruites sur ordre du général Sherman, mais les possessions civiles sont relativement épargnées, ce qui est un cas assez rare à ce moment-là. Autre possibilité, ce qu'on appelle donc les belles, peuvent aussi participer à des mouvements de guérilla. Alors, c'est particulièrement intéressant, mais malheureusement, il y a très peu d'informations à ce sujet-là, notamment puisque hommes comme femmes, donc masculins comme féminins à l'époque, se devaient de rester discrets lorsqu'on voulait participer à des mouvements de guérilla. Donc ce sont des hommes et des femmes qui vont utiliser des tactiques de guerre dites non conventionnelles, le but étant notamment d'harceler l'ennemi, d'obtenir des informations. Et hormis par la violence et par les représailles, les soldats du Nord qui sont confrontés à des guérilleros ne savent pas forcément très bien comment les combattre. Et ce qui est vrai envers des guérilleros de genre masculin est encore plus vrai avec des guérilleros de genre féminin, avec notamment des femmes. C'est une partie de la population que les soldats ne savent absolument pas gérer au quotidien. Prenons un exemple. Une sentinelle qui doit fouiller une civile n'a théoriquement à l'époque le droit que de regarder dans son chapeau et dans son sac, et seul le maréchal prévôt, donc un officier dans la police militaire, peut ordonner une fouille plus complète, mais elle doit se faire à l'abri des regards. En conséquence, les femmes guérilleros, qui savent qu'elles peuvent rester intouchées, vont multiplier dans leurs vêtements des ajouts de poches afin d'y faire passer des objets, y compris aussi des armes, mais également des messages. C'est le cas par exemple de Nancy Douglas, qui intègre une unité qu'on appelle les Moccasin Rangers, et qui est capturée, donc, malheureusement pour elle, en 1862. Et elle est libérée, puisque c'est une femme, puisque c'est genre féminin, on la libère sur place, malgré le fait qu'il y ait un avis de recherche qui a été émis à son encontre. Et pour sa part, eh bien, elle va rejoindre ensuite l'armée régulière et elle va continuer à servir en tant qu'éclaireur, en mettant à profit des talents et des capacités qu'elle a développées en étant un guerrier-héros. Et ce sera là, on va dire, la troisième approche que je vais avoir. Il y a des belles qui vont combattre sous l'uniforme officiel. Et dans toute la guerre, deux camps confondus, on a recensé de nos jours environ 400 femmes connues. On sait qu'il y en a une au moins qui est morte lors de la charge de Piquette, qui est donc l'un des grands moments de la guerre de sécession, qui a été très médiatisé. Alors, une poignée de ces personnes sont acceptées telles quelles, mais la majorité de ces femmes vont être contraintes en fait de se contrefaire et de s'habiller en homme. Et c'est, on va dire là, le cœur du sujet, c'est là le plus intéressant, c'est que ces femmes vont devoir utiliser le genre masculin, se travestir, pour pouvoir servir leur pays par les armes. Alors il arrive parfois, par exemple, qu'elles portent de fausses moustaches. Mais étant donné qu'à cette époque-là, la moyenne d'âge des soldats est d'environ 20 ans, il y a de nombreux combattants qui n'ont pas de barbe, qui n'ont pas de moustache, et qui du coup, bon, fait qu'une femme qui ne porte pas de moustache postiche peut tout à fait passer inaperçue. Ces femmes vont aussi changer de nom. Alors elles font ça uniquement pour être acceptées, ce n'est pas par plaisir, hein, c'est des sortes de Mulan du 19e siècle, on pourrait dire. Et d'ailleurs, a posteriori, les soldats hommes de genre masculin qui ont été interrogés à propos des cas qui ont été dévoilés
de femmes qui se travestissaient en hommes se souviennent, grosso modo, que, ben, en effet, c'est des soldats qui portaient souvent leurs chemises très serrées afin qu'on ne voit pas que la pomme d'Adam n'était pas beaucoup développée. C'était des soldats qui n'étaient pas mariés, c'était des soldats qui partageaient dans la mesure du possible le moins possible leur tente avec leurs camarades. C'était des soldats aussi qui avaient adopté des stratégies alimentaires particulières, très précautionneuses, le but étant en fait de garder une bonne santé pour ne pas aller voir le médecin. Par contre, bah, évidemment, c'est plus délicat à cacher au combat. Le combat ne fait pas dans la différenciation genre-femme, hein, la cible, qu'elle soit masculine ou féminine, restera une cible. Et donc une poignée de ces femmes ont été découvertes, notamment lorsqu'elles étaient blessées, mais aussi notamment lorsqu'elles sont tombées enceintes, ce qui montre qu'au final, le secret lié à leur genre a été partagé par certains soldats de genre masculin et aussi a été accepté, donc ce n'a pas été un rejet en bloc. Alors je vous mets en image ici le lieutenant Harry Burford, ou plutôt au final le lieutenant Loretta Raneta Velasquez. Alors c'est une belle du Sud, c'est une admiratrice de Jeanne d'Arc qui a un père espagnol et une mère française, et c'est une femme qui cherche à s'émanciper de la tutelle familiale, notamment en fait elle critique le choix de l'époux qui est à l'époque parfois imposé à la femme. En 1861, lorsque la guerre éclate, elle va s'engager et elle va combattre donc à la bataille de Bull Run Manassas, donc deux noms différents, et elle est démobilisée de force lorsqu'elle est découverte en 1862. Alors, en sachant qu'en fait, les sudistes pensent que c'est une espionne, puisqu'elle cachait son identité réelle, ils ont l'impression, ils la suspectent, qu'elle en fait se déguisait en homme pour pouvoir transmettre des informations. Au final, elle est blanchie, mais pas de souci pour elle, elle se réengage, elle se bat dans la bataille de Shiloh en 1862, donc il y a un enfer pas possible pour les combattants. Elle est blessée par du shrapnel, donc un éclat d'obus. Le problème pour elle, c'est que le médecin qui va la soigner refuse de garder son secret. Mais ce coup-ci, les autorités confédérées vont la recruter comme espionne et elle va s'habiller en homme comme en femme, en fonction des circonstances, pour mener à bien des missions d'espionnage et de reconnaissance. Alors, elle a écrit son autobiographie qui est remise en question par les spécialistes de cette personne-là. Alors, pas parce qu'elle est fausse, mais plutôt parce qu'elle semble exagérée, ce qui est toutefois très classique dans les mémoires du 19e siècle, notamment chez les hommes, il n'y a pas de souci, pas de différence. Et elle-même s'appelle Madame dans son autobiographie, ce qui témoigne bien que, ben, malgré le fait qu'elle ait utilisé le genre masculin notamment au prisme du vestimentaire, eh bien, elle se considère toujours comme une belle, comme une personne femme et comme une féminine. Par contre, les soldats qui sont capturés, théoriquement, à l'époque, doivent être considérés comme des espionnes et non pas comme des prisonnières de guerre comme leurs homologues masculins. Et ce qui est très grave. Là, il y a une différence très nette parce que normalement, un espion, lorsqu'il est capturé à l'époque, il doit être fusillé sur le champ, sans procès. Sauf que le Liber Code, donc qui est le code en fait de gestion et de conduite des armées fédérales en campagne, précise qu'il ne doit être fait aucune différence de sexe. Alors, à l'époque, on ne parle pas de genre, on parle uniquement de différence de sexe, à propos des peines à appliquer aux espions et aux espionnes. Mais dans la réalité, il existe une discrimination positive pour le genre féminin. Donc les réactions militaires sont extrêmement genrées. Pour ça, on peut prendre l'exemple de Mary Ann Clark, qui est une sudiste qui s'engage et qui se travestit, et qui est relâchée en fait par les soldats de l'Union une fois qu'elle a été capturée, à condition, et je cite entre guillemets, qu'elle se comporte comme une femme. Et c'est ce qu'elle fait. En bonne sudiste, elle se réengage, elle devient lieutenant, et ce coup-ci, elle ne se déguise plus. Et ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'il y a un jeune soldat confédéré qui s'appelle Robert Howe, qui a écrit en fait une lettre à son père et qui parle de cette femme-là. Et il dit, je cite encore une fois, Papa, parmi toutes les choses étranges que j'ai vues depuis que j'ai quitté la maison, l'une doit être citée, une femme lieutenant. Alors, cette phrase elle est intéressante parce qu'elle montre bien à quel point ça perturbe les idées en fait à l'époque lorsque le genre féminin s'en va en guerre, puisque ce soldat il a dû en voir quand même des choses étranges, notamment liées au combat, en sachant que la propre mère de Mary Ann essaye de faire passer sa fille pour une folle par rapport à son comportement. Et Mary Ann, elle, dans une lettre qu'elle écrit justement à sa famille, et notamment à sa mère, elle dit bah, dites-lui quelle bonne soldate rebelle j'ai été. Elle se conjugue au féminin. Parce qu'à l'instar de Loretta Velasquez, elle ne remet pas du tout son genre en question, uniquement parce qu'elle a porté les armes et parce qu'elle a dû se travestir. Quoi qu'il en soit, peu importe leurs raisons, hein, les Mary Clark, les Loretta Velasquez, les Nancy Douglas et j'en passe, ont toutes, enfin, et toutes les autres aussi hein, dont je n'ai pas pu vous parler, ont prouvé que ben, durant la guerre au XIXe siècle, et même au XIXe siècle, eh bien, le combat n'est pas que l'affaire du masculin. Toutefois, pour nuancer, on va dire, il faut vite se rendre compte que la situation après le conflit s'est inversée et que ce genre de cas s'est retrouvé de nouveau très très rare une fois que la guerre s'est terminée. Mais c'est un héritage qui vient tout juste d'éclore à nouveau, et c'est là-dessus que je vais terminer, parce que ce n'est que en 2016 qu'une femme a été acceptée
officiellement dans un régiment d'infanterie de l'US Army à un poste de combattant. Et cette femme, elle s'appelle Tammy Barnett, et en l'occurrence, c'est une Louisianaise, donc c'est une femme du Sud, une sorte, on va dire, d'héritière des belles, comme quoi, parfois, eh bien, le Sud peut être vecteur de progrès social. Je vous remercie pour votre écoute. Comment retrouver l'indépendance au sein de la dépendance? Quelles circonstances limitent la liberté de la femme et peut-elle les dépasser? Ce sont les questions posées par Simone de Beauvoir en introduction au premier volume du Deuxième Sexe, publié en 1949, qui constitue un essai philosophique gigantesque sur la condition féminine. 30 000 exemplaires sont vendus en une semaine et l'ouvrage sera traduit en 121 langues. En 1950, suite à sa parution, Simone reçoit des centaines de lettres de femmes comme celle-ci. Je rédige ces lignes en cachette de mon mari. J'ai peur qu'il me surprenne. Je suis très malheureuse avec lui. Il est violent, mais votre livre me donne le courage d'imaginer une autre vie. Elle reçoit également des courriers de femmes qui désirent avorter, de femmes au foyer étouffées dans leur mariage, et d'homosexuels qui vivent cachés. Mais elle reçoit également bon nombre d'insultes, car la gauche comme la droite s'indignent. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est Sartre qui écrit ces livres. L'idée selon laquelle la femme est dépendante de l'homme est donc bien présente dans les milieux intellectuels, et ce, dès la conception de l'œuvre littéraire. Il a été choisi ici de s'attarder sur le dernier chapitre du Deuxième Sexe, à savoir le chapitre 14, intitulé « La femme indépendante ». Ce n'est pas anodin si ce dernier chapitre intègre la dernière partie de l'essai, à savoir « Vers la libération ». Il est question ici, comme le titre l'indique, de l'indépendance de la femme dans la société en général. Néanmoins, il n'est pas question d'une volonté dominatrice de la femme sur l'homme, ni d'un réquisitoire envers la gente masculine, mais bien de l'acquisition de la liberté morale et sociale de la femme. Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 et est issue d'une famille bourgeoise. Ses parents habitent au boulevard du Montparnasse et vivent essentiellement de leur rente. Sa mère, Françoise, est femme au foyer. Le père de Simone, avocat, aimait beaucoup les romans de Colette Hiver, dans lesquels la femme renonce à ses projets de carrière pour se consacrer tout entière à sa famille. Ce que l'auteur refuse, et ce dès le plus jeune âge, comme elle l'expliquera ensuite dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Beauvoir s'est donc construite en opposition à sa mère, qui a renoncé à ses rêves et s'est épuisée à tenir son foyer. Dans ce même ouvrage, publié en 1958, le lecteur apprend également la tragédie personnelle que connaît l'auteur avec la mort de son amie d'enfance, Élisabeth Lacoin, dit Zaza. Issue comme elle d'un milieu bourgeois, Zaza tombe éperdument amoureuse d'un étudiant philosophe sans le sou, et ses parents refusent alors qu'elle l'épouse. Elle tombe gravement malade et elle meurt à l'âge de 21 ans. Pour Simone, Zaza est victime de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui l'a tuée. Dans La femme indépendante, Simone fait référence à plusieurs reprises à Poulain de la Barre, l'un des premiers penseurs au XVIIe siècle à avoir plaidé l'égalité des sexes. Aussi, elle n'hésite pas à citer ses propos afin d'étayer ce qu'elle avance elle-même dans le Deuxième Sexe. Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Elle n'hésite pas non plus à remonter au XVIe siècle pour citer au chapitre 5 du livre 3 des Essais de Montaigne « Les femmes n'ont pas du tout tort quand elles refusent les règles qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. Il y a naturellement brigue et riotte entre elles et nous. » Quant à la maternité, présentée dans l'esprit collectif comme l'essence de la féminité, Beauvoir explique qu'elle peut être un piège pour la femme et que tenir une maison est aliénant. Aussi écrit-elle dans le dernier chapitre du Deuxième Sexe, « Ainsi la femme indépendante est aujourd'hui divisée entre ses intérêts professionnels et les soucis de sa vocation sexuelle. Elle a peine à trouver son équilibre. Si elle l'assure, c'est au prix de concessions, de sacrifices, d'acrobaties qui exigent d'elle une perpétuelle tension. » Ces propos de l'auteur, parmi tant d'autres du Deuxième Sexe, qui affirment que la femme est dans la société pourvue d'attributs et de devoirs qui, au lieu de l'élever, font d'elle un être inférieur à l'homme et dépendant de lui, lui valent de nombreuses critiques.
Elle est traitée de vieille fille frigide et est surnommée la grande sartreuse. Consciente de cette domination, la femme peut en avoir honte, et dans ce cas, elle ne fait que l'accepter davantage. Plus qu'une prise de conscience, elle se doit de protester envers la condition qui lui est imposée afin de s'en libérer. C'est en ce sens que Simone écrit dans La femme indépendante : « Le fait est que la femme traditionnelle est une conscience mystifiée et un instrument de mystification. Elle essaie de dissimuler sa dépendance, ce qui est une manière d'y consentir. Dénoncer cette dépendance, c'est déjà une libération. Contre les humiliations, contre la honte, le cynisme est une défense, c'est l'ébauche d'une assomption. » Selon Beauvoir, le point central de l'indépendance de la femme est son autonomie financière. Aussi confie-t-elle : « Je pense que l'émancipation de la femme commence par son émancipation économique. » Par ailleurs, le travail sera l'un des meilleurs moyens pour la femme d'obtenir son indépendance et son autonomie, tant financière que morale. Elle écrit alors : « En tant que la femme se veut femme, sa condition indépendante crée en elle un complexe d'infériorité. Inversement, sa féminité lui fait douter de ses chances professionnelles, c'est là un point des plus importants. » Suite à la publication de l'Invité, le 5 août 1943, Simone s'impose comme une auteure majeure. Elle part alors pour une tournée de conférences aux États-Unis et découvre qu'à New York, les femmes parlent chiffon, tandis que les hommes discutent argent et politique. Elle remarque alors que les femmes américaines sont très dépendantes de leur mari. Outre la question de soumission ou de domination des sexes, Beauvoir souligne que la femme se perd parfois dans des considérations amoureuses et se présente par amour déraisonné telle qu'une proie à l'homme. Elle écrit : « Parfois, elle renonce entièrement à son autonomie, elle n'est plus qu'une amoureuse. Le plus souvent, elle essaie une conciliation. Mais l'amour idolâtre, l'amour abdication est dévastateur. Il occupe toutes les pensées, tous les instants, il est obsédant, tyrannique. » Cela s'explique par la tradition qui lui est inculquée, selon laquelle la femme doit aimer et chérir l'homme jusqu'à s'en oublier. Cette considération pourrait néanmoins s'appliquer à l'auteure elle-même, car en 1947 commence sa relation passionnelle avec l'écrivain américain Nelson Algren, dont la correspondance, publiée en 1997, a déclenché les foudres dans certains mouvements féministes. À son retour en France, Simone écrit à Nelson : « Ma vraie et chaude place est contre votre cœur aimant. » De nombreuses lettres enflammées s'ensuivent. Simone est dans tous ses états et ne cesse de pleurer. Aussi écrit-elle à son amour transatlantique, dans une lettre du 28 octobre 1947 : « Oh, je ne vous libérerai pas aussi longtemps que je pourrai l'éviter. Sans pitié, je maintiendrai le piège étroitement fermé. Vous m'appartenez désormais comme je vous appartiens. » Cet amour-abdication existe donc, même lorsque la femme occupe une position intellectuelle, financière et professionnelle supérieure ou égale à l'homme au sein de la société. On le voit ici. Néanmoins, Simone cache à ses lecteurs la femme aimante et passionnée qu'elle fut, et notamment au moment de la publication du Deuxième sexe. Cette relation passionnelle durera plusieurs années, tout en transparence avec Sartre, mais se terminera cependant. Simone reste fidèle à ses principes et refuse la demande en mariage de Nelson. Ce dernier la quitte définitivement en lisant La force des choses, œuvre dans laquelle elle relativise leur histoire d'amour au profit de sa relation, de son lien si particulier avec Sartre. Simone de Beauvoir reprendrait à son compte la notion de Mitsein primordial présente dans Sein und Zeit de Martin Heidegger, publié en 1927. C'est en ce sens que Martin Reid écrit : « Dans le deuxième sexe, elle développe l'idée selon laquelle la femme est l'autre de l'homme, et son statut est inessentiel. L'égalité véritable devrait faire de la femme un sujet au même titre que l'homme. Une fois l'égalité obtenue, la femme sera pleinement engagée dans le temps et l'existence, ainsi que l'entend la notion de Heidegger. » Enfin, Simone de Beauvoir soulève un point fondamental des conditions d'indépendance de la femme. Elle ne soutient en aucun cas que la femme doit devenir un homme ou qu'elle doit le dominer, mais qu'elle doit se défaire de son emprise morale et sociale pour trouver son indépendance et son identité. Elle écrit : « En refusant des attributs féminins, on n'acquiert pas des attributs virils. Même la travestie ne réussit pas à faire d'elle-même un homme. C'est une travestie. On a vu que l'homosexualité constitue elle aussi une spécification,
La neutralité est impossible. De plus, l'auteur défend l'idée que l'on tombe amoureux d'un être plus que d'un genre. Cette thèse est notamment défendue dans L'Invité, qui relate le triangle amoureux formé entre elle, Sartre et Olda Kozakiewicz. Dans une interview, Beauvoir confiait « Je me construirai une force où je me réfugierai à jamais. Je veux vivre la grande aventure d'être soi. » Ainsi, 70 ans plus tard, Le deuxième sexe n'a pas vieilli et est toujours d'actualité. L'ouvrage de Simone de Beauvoir reste et restera une référence du féminisme. Ainsi donc, les genres ont toute leur place dans la recherche ainsi que dans les préoccupations scientifiques, comme nous avons pu l'aborder déjà aujourd'hui au prisme de la géographie, de l'histoire, mais aussi de la littérature. Cependant, ce n'est pas qu'une affaire de sciences sociales, c'est aussi quelque chose qui concerne les autres domaines, notamment les sciences appliquées, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à ce sujet, en vous disant du coup à très bientôt.